Et si, contre toute attente, le choix d'un pays qu'on pensait insignifiant bouleversait, en l'espace de quelques semaines, le prix de votre plein d'essence, la facture de votre chauffage et même la stabilité de votre emploi? Imaginez un instant. La Guinée-Bissau, ce petit État d'Afrique de l'Ouest souvent relégué au bas des classements économiques, décide soudain de claquer la porte de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une alliance censée garantir stabilité et prospérité pour près de 400 millions de personnes. Mais ce n'est pas tout. La Guinée-Bissau, loin de s'isoler, tend immédiatement la main à l'Alliance des États du Sahel, le bloc mené par le capitaine Ibrahim Traoré, qui s'érige en nouveau symbole de contestation face aux équilibres imposés depuis des décennies par les anciennes puissances coloniales et les intérêts extérieurs. Ce geste, qui pourrait paraître anodin ou anecdotique, déclenche en réalité une onde de choc dont les répercussions peuvent se faire sentir bien au-delà du continent africain. Car derrière cette rupture se cache une menace très concrète: voir grimper les prix du carburant, durcir les coûts de transport et faire vaciller un continent déjà sous tension. Votre facture d'électricité, vos courses au supermarché, vos trajets quotidiens pourraient être touchés, simplement parce qu'un État trop souvent ignoré décide de bousculer l'ordre établi. Un rappel que même les nations considérées comme les plus petites sont parfois capables de changer le cours de l'histoire. En s'alliant au Sahel, la Guinée-Bissau offre à ce bloc une première ouverture directe sur l'océan Atlantique. Ce n'est plus une simple querelle régionale, c'est la possible réinvention des grandes routes commerciales, celles-là même qui, depuis des siècles, déterminent la richesse ou la pauvreté des nations. Imaginez si, du jour au lendemain, le port de Bissau devenait l'alternative incontournable pour exporter l'or du Burkina Faso, le coton du Mali ou l'uranium du Niger. Les conséquences poseraient immédiates sur le coût de la vie, la sécurité économique et le contrôle des matières premières, et donc sur l'équilibre mondial tel que vous le connaissiez. Si ce pari réussit, il pourrait ouvrir la voie à une souveraineté africaine nouvelle, une Afrique qui conserve ses richesses, qui inspire d'autres pays à rompre avec la domination et qui, pourquoi pas, inverse le sens du courant économique. Mais si la tentative échoue, ou si elle est écrasée par une coalition d'intérêts opposés, ce sera une nouvelle victoire de l'ordre ancien, au prix de l'espoir de millions d'Africains enfermés dans le statu quo, un scénario qui rappelle les nombreux échecs des mouvements d'indépendance économique survenus dans le passé, du Ghana de Kwame Nkrumah à la Tanzanie de Julius Nyerere. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi ce petit pays a-t-il soudain le pouvoir de faire trembler tout un système? Pour saisir pleinement l'importance de ce moment, il faut plonger dans le contexte explosif qui s'est progressivement noué dans la région. Tout commence par une série de crises négligées où chaque décision, chaque compromis prépare le terrain à l'impensable, comme une pièce de domino prête à faire tomber les suivantes. Pourquoi la Guinée-Bissau a-t-elle basculé aussi brutalement? Si vous pensez à une simple répétition des coups d'État en Afrique de l'Ouest, détrompez-vous. Ce qui s'est joué ces derniers jours dépasse largement les frontières et menace de bouleverser l'équilibre mondial, jusque dans votre vie quotidienne. Pour comprendre, il faut remonter à novembre de l'an 2025. Le général Horta renverse le président Embalo. Le pays, déjà sous tension après une succession de crises économiques et de scandales de corruption, bascule sans transition. Horta, déterminé et pragmatique, prête serment dans la foulée, imposant au pays un nouveau cap sans attendre les interminables palabres des transitions habituelles. La réaction de la CEDEAO, fidèle à son script, ne se fait pas attendre. Condamnation officielle, suspension de la Guinée-Bissau de toutes ses instances, mais sans aller jusqu'à l'exclusion totale, une stratégie de pression contenue, afin de garder une porte ouverte pour un éventuel retour dans le giron démocratique, mais sans rompre complètement les liens. Cette méthode rappelle d'ailleurs la politique de la carotte et du bâton employée par l'Union européenne lors des crises en Ukraine ou en Biélorussie, où l'exclusion totale pouvait parfois avoir des effets contre-productifs. Mais derrière cette façade, la réalité est implacable. Les sanctions frappent rarement les dirigeants. Ce sont les populations, déjà fragiles, qui encaissent le choc. Lorsque la Côte d'Ivoire avait connu une crise similaire en 2010, les sanctions imposées avaient provoqué une envolée des prix du riz, du carburant et des médicaments, plongeant des millions de personnes dans la précarité. Un mauvais dosage et c'est la crise humanitaire qui s'installe. La Guinée-Bissau, riche de ses leçons du passé, refuse d'en être la victime silencieuse. Pourquoi ce pays, minuscule sur la carte, compte-t-il soudain autant? Parce qu'il peut offrir au Sahel ce que les nations enclavées réclament depuis toujours, une porte sur l'Atlantique.
En s'éloignant de la CEDEAO et en se rapprochant de l'Alliance des États du Sahel, la Guinée-Bissau expose les failles du système régional. Elle menace les routes commerciales, offre aux enclavés un accès à la mer et déstabilise un équilibre qu'on croyait solide depuis l'indépendance des années 60. Ce bouleversement ne concerne pas seulement les chefs d'État ou les diplomates. Il touche à la souveraineté réelle, à la circulation des richesses, à la stabilité des marchés mondiaux de l'énergie et de l'alimentation. Quand l'Afrique de l'Ouest vacille, les répercussions se font sentir sur tous les continents, jusque dans le prix de votre panier ou de votre carburant. En 2008, la crise alimentaire mondiale avait débuté lorsque les exportations de riz d'Asie avaient été perturbées. Imaginez l'effet d'un blocage des ports d'Afrique de l'Ouest sur les chaînes logistiques mondiales. Mais cette fois, la Guinée-Bissau ne suit pas le scénario prévu. Que se passe-t-il quand un pays décide de briser les règles du jeu ? Pour le comprendre, il faut revenir sur la stratégie inattendue du général Horta. Comment un homme, en quelques jours, a-t-il pu renverser la table et forcer toute la région à se repositionner ? La Guinée-Bissau, simple pion ou véritable détonateur d'une révolution stratégique en Afrique de l'Ouest ? Dans le vacarme feutré de la diplomatie internationale, une déclaration vient fracasser la routine. La Guinée-Bissau claque la porte de la CEDEAO. Pas de négociation, pas de compromis, pas d'atermoiement. Un retrait définitif annoncé sans appel, qui fait l'effet d'une onde de choc. Beaucoup y voient une folie, mais la vraie question n'est pas la taille du pays ou la discrétion de ses ports. Derrière ce geste, c'est l'Atlantique qui s'ouvre, immense comme une invitation. Pour la première fois, les nations enclavées du Sahel entrevoient un accès maritime direct, hors des corridors contrôlés par les voisins ou les puissances étrangères. C'est une rupture avec les dépendances anciennes. Portes ouvertes pour exporter, nouvelles routes et l'espoir de reprendre la main sur leurs destins économiques, à l'image du port de Djibouti qui, au début du XXIe siècle, a changé la donne pour l'Éthiopie enclavée. Mais ce coup d'éclat n'est pas qu'un choix isolé. Il menace les fondations régionales. Car la vraie inquiétude, à Abuja, à Paris, à Washington, c'est l'effet domino. Si un petit pays ose sortir sans sombrer, pourquoi le Mali, le Burkina Faso, le Niger resteraient ils ? On se souvient que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a ouvert la voie à d'autres mouvements sécessionnistes en Europe, un précédent dangereux pour l'ordre établi. La force de la CEDEAO repose sur sa capacité à isoler et punir. Mais si la Guinée-Bissau s'arrime à l'Alliance des États du Sahel, l'AES, elle ne devient pas seulement une porte maritime, elle devient le test de crédibilité de toute la région. Le moindre signe de stabilité à Bissau, et c'est la digue des sanctions qui menace de céder, exposant la vulnérabilité des anciennes puissances. Rappelez-vous comment la Grèce, lors de la crise de la zone euro, a failli entraîner toute l'Union européenne dans sa chute. Un petit pays, mais un effet systémique disproportionné. Pour les populations, l'enjeu est concret. Ce n'est plus seulement un épisode de crise politique, c'est l'espoir d'une alternative. Garder la richesse sur place, renégocier les termes, contrôler le prix du riz, du carburant, de la farine. Si la Guinée-Bissau tient, c'est l'architecture post-indépendance qui vacille. Mais si elle s'effondre sous la pression économique ou sécuritaire, la peur de l'isolement deviendra l'arme la plus redoutée pour étouffer toute volonté d'émancipation. C'est le syndrome de Cuba après la Révolution. La survie d'un petit État face à l'embargo devient la preuve ou l'échec d'un modèle. À chaque réunion d'urgence, chaque communiqué, plane la peur d'un basculement incontrôlable. Les routes maritimes, les primes d'assurance, les contrats d'exportation, tout pourrait s'effriter. Ce n'est plus seulement la souveraineté d'un petit pays qui se joue, mais la capacité de toute une région à inventer une nouvelle histoire, loin des vieux schémas et des tutelles invisibles. Mais la véritable épreuve ne fait que commencer. La Guinée-Bissau saura-t-elle résister aux tempêtes qui s'annoncent, ou deviendra-t-elle l'exemple que tous redoutent, celui qui fait vaciller un équilibre déjà fragile ? Quand une route s'ouvre, qui en profite vraiment et qui perd pied ? L'ouverture d'un accès portuaire direct pour le Sahel, via la Guinée-Bissau, bouleverse tous les équilibres. Pour les pays sahéliens, ce n'est pas qu'une question de géographie. C'est la promesse de briser l'enfermement, de choisir librement leurs partenaires commerciaux et d'éviter les péages imposés par les voisins ou les puissances lointaines. Ce débouché sur l'Atlantique devient un levier vital. Moins de dépendance, davantage de fluidité, plus d'autonomie économique. Pour la première fois, le Sahel peut espérer garder chez lui la richesse créée, au lieu de la voir disparaître à chaque transaction internationale. C'est un espoir d'émancipation qui émerge, fragile mais brûlant.
En Asie centrale, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan ont longtemps souffert d'être enclavés. Chaque exportation passait sous contrôle russe. L'ouverture de nouveaux corridors, via la mer Caspienne ou la Chine, a transformé leurs perspectives économiques. Mais lorsqu'une porte s'ouvre pour certains, d'autres y voient une menace. Les grandes puissances occidentales, longtemps maîtresses du jeu logistique, sentent leur contrôle vaciller. Leur réseau patiemment construit risque d'être court-circuité ou pire, ignoré. Déjà, de nouveaux acteurs, la Russie, la Chine et même certains alliés inattendus, se positionnent. Ils voient dans cette redéfinition des routes maritimes une opportunité pour s'installer durablement, négocier en position de force, voire exclure des partenaires historiques. Les cartes se redistribuent, en silence, mais inexorablement. Ce fut le cas après le percement du canal de Suez au XIXe siècle. Le commerce mondial s'en est trouvé bouleversé, favorisant de nouveaux acteurs. Les répercussions dépassent largement les frontières africaines. Le moindre incident logistique, la plus petite tension sur la côte ouest de l'Afrique, peut faire flamber le prix du carburant, des céréales ou des biens essentiels, de Paris à New York, de Lagos à Pékin. Si l'accès au port devient incertain, les primes d'assurance s'envolent, les délais de livraison s'allongent et chacun le ressent à la caisse du supermarché comme à la pompe à essence. En 2021, le blocage du canal de Suez par un seul navire, l'Ever Given, avait suffi à perturber les chaînes logistiques mondiales pendant des semaines et à faire grimper les prix. Face à ce bouleversement, les réactions s'enchaînent. Les anciennes puissances s'accrochent. Pression diplomatique, menaces de sanctions, tentatives de diviser les États du Sahel, voire opérations de sabotage masqué. Mais la bataille se joue aussi sur le terrain du récit. Qui impose son histoire dans les médias? Qui diabolise? Qui légitime? Le brouillard informationnel devient une arme stratégique, aussi puissante qu'un embargo ou un blocus. Pendant la guerre froide, les récits alternaient entre diabolisation et héroïsation selon les intérêts du moment. Le danger, c'est que ce nouvel équilibre reste précaire. Soit le Sahel et ses alliés imposent leur modèle, soit la désorganisation ou la répression finit par coûter cher, autant pour les populations locales que pour l'économie mondiale. Dans ce bras de fer, il n'y a pas de filet de sécurité. Les gagnants et les perdants ne sont pas encore désignés, et la facture finale pourrait dépasser toutes les prévisions. En 2008, la crise des subprimes, partie d'un marché immobilier local aux États-Unis, avait fini par plonger l'économie mondiale dans la récession, preuve que tout est interconnecté. Mais derrière ce jeu de pouvoir, une question demeure. Qui contrôle vraiment la nouvelle route et à quel prix? L'orage approche et chaque acteur s'apprête à dévoiler ses vraies intentions. Imaginez un scénario où, après des mois de tension, une coalition multinationale tente de reprendre le contrôle du port de Bissau sous prétexte de sécurité maritime. Comment réagiraient les populations locales? L'histoire nous a appris que de telles interventions, de la Libye en 2011 à l'Irak en 2003, laissent souvent les pays plus instables qu'auparavant. Le vrai test commence maintenant. Il ne s'agit plus de slogans, mais de transformer des promesses en emplois, en routes, en espoirs concrets dans la vie de tous les jours. Redéfinir la souveraineté, ce n'est plus seulement faire de grands discours à la télévision. Cela veut dire couler du bitume, bâtir des usines, raccorder des quartiers à l'électricité. Cela signifie que la Guinée-Bissau ou les pays du Sahel reprennent la main sur leur destin économique, pas seulement politique. Regardons la transformation locale. Pendant des décennies, la noix de cajou, le poisson, le coton ou l'or étaient extraits puis expédiés bruts. La vraie richesse partait ailleurs, laissant les pays producteurs sur leur faim. Mais si ces produits sont transformés sur place, la valeur ajoutée reste au pays. Cela génère des emplois, des compétences et pose les bases d'un tissu industriel régional. L'exemple du Rwanda, qui a misé sur la transformation locale du café et du thé, prouve qu'il est possible d'augmenter significativement les revenus des petits producteurs et de réduire la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. Imaginez, la noix de cajou va directement de la ferme à l'usine locale, puis à l'exportation sous label national et non plus sous un drapeau étranger. Le poisson nourrit d'abord les familles et les marchés locaux avant de partir vers l'Europe ou l'Asie. Les minerais ne remplissent-elles plus seulement les cales de navires étrangers, ils deviennent la matière première d'usines africaines. Le Sénégal a par exemple lancé en 2023 une chaîne de transformation du poisson qui a permis de créer des milliers d'emplois et de dynamiser l'économie locale. Ce modèle, baptisé modèle Sahel ou modèle AES, casse le cycle fatal exportation-pauvreté. Il inverse la logique qui a maintenu l'Afrique sous tutelle économique pendant des générations. Si la Guinée-Bissau parvient à l'appliquer, l'impact psychologique serait immense.
prouver qu'un petit pays peut se libérer de la pauvreté imposée de l'extérieur. Ce serait comparable à la réussite du Botswana qui, grâce à sa gestion autonome de ses mines de diamants, a su sortir une grande partie de sa population de l'extrême pauvreté en moins de 30 ans. Mais attention, réussir ne dépend pas que des idées. Il faut de la discipline, des compétences et une lutte sans relâche contre la corruption. À quoi servent des routes flambant neuves si elles ne mènent qu'à des usines fantômes? À quoi bon la transformation locale si les profits sont détournés par une élite? Sans institutions solides, sans formation de qualité, le rêve risque de tourner à la désillusion. Le Nigeria, malgré sa richesse pétrolière, reste un exemple de ce paradoxe. Une manne colossale, mais une majorité de la population plongée dans la pauvreté à cause de la mauvaise gouvernance et du détournement des fonds publics. Voilà l'enjeu. Si la Guinée-Bissau ouvre la voie, elle peut inspirer toute la région. Mais si elle échoue, l'échec servira de prétexte pour refermer la porte du changement et renforcer le statu quo. C'est le pari du siècle pour l'Afrique de l'Ouest, et le monde entier observe, prêt à ajuster ses stratégies selon le résultat. Au-delà de la Guinée-Bissau, ce choix secoue des intérêts bien plus vastes, car derrière chaque usine locale, c'est tout un équilibre mondial qui vacille. Un précédent réussi pourrait donner des idées à d'autres pays en quête d'émancipation, du Laos en Asie du Sud-Est au Guatemala en Amérique centrale, qui cherchent eux aussi à reprendre le contrôle de leurs filières agricoles et minières. Ne sous-estimez jamais la force d'un détroit, ni celle d'un peuple qui refuse de mendier. Ce sont souvent les traits discrets sur la carte et les voix qu'on croyait tues qui inversent le cours de l'histoire. Aujourd'hui, la Guinée-Bissau, longtemps considérée comme simple figurante, vient peut-être de briser un verrou que nul ne saura refermer. Le canal de Panama, contrôlé par un petit pays, a changé le commerce mondial. Le port de Bissau peut-il jouer ce rôle pour l'Afrique ? En rompant le silence sur la sortie, en s'éloignant de la CEDEAO pour regarder vers l'alliance des États du Sahel, la Guinée-Bissau ne redistribue pas seulement les cartes africaines. Elle invente une passerelle inédite, une ouverture directe entre l'Atlantique et le Sahel qui menace de rendre inutiles tous les outils de pression classiques. Désormais, ce n'est plus un pays qui réclame sa part. C'est une porte qui s'ouvre, offrant aux nations enclavées la possibilité de respirer et de s'affranchir. Imaginez les répercussions concrètes. Si cet axe nouveau voit le jour, si l'influence de la CEDEAO chancelle, alors ce ne seront pas uniquement les puissances africaines qui devront tout repenser. Les grandes métropoles occidentales verront peut-être s'effriter un contrôle bâti sur l'exclusion, le transi imposé et le chantage économique. Les routes commerciales changeront de trajectoire, les assurances de s'envoleront, les prix du carburant et de l'alimentation pourraient en grimper ou s'effondrer selon les alliances. Pour chacun de nous, cela signifie que nos factures, notre pouvoir d'achat et la stabilité de nos économies pourraient codépendre du refus d'un petit pays de plier devant les règles imposées. Le cœur de l'enjeu, c'est la souveraineté. Qui décide de la valeur créée par des millions d'hommes et de femmes? Qui récolte, qui profite, qui écrit le récit? Tant que les réseaux d'influence imposent leurs lois, la richesse s'évapore et la misère s'enracine. Mais lorsqu'un pays, même minuscule, refuse de jouer le jeu du plus fort, il donne une leçon à toute une région et rappelle au monde que la sécurité économique ne s'achète pas à coups de menaces, mais se construit avec dignité. Voilà pourquoi ce qui se joue aujourd'hui en Guinée-Bissau nous touche tous. L'avenir d'une région entière, la stabilité ou la fragilité de nos marchés, la possibilité de bâtir de nouvelles solidarités ou de voir l'ancien système s'arc-bouter jusqu'à la rupture. Soutenir une Afrique qui invente sa voie, c'est aussi défendre nos propres intérêts, refuser le cynisme des vieilles puissances et miser sur la justice. La prochaine étape ne dépend plus seulement des coups d'État ou des communiqués officiels. Elle repose sur notre capacité à reconnaître la vraie puissance des petits et à regarder, sans phare, la réalité derrière les discours. C'est là, dans ces choix invisibles, que se jouera l'équilibre du monde de demain, pour que l'histoire ne se répète pas mais s'invente enfin à plusieurs voix.